Est-ce que ça vous arrive, à vous aussi, de vous poser des questions du type: et si Carthage avait gagné les guerres puniques? Et si l'Europe avait été entièrement dépeuplée par la peste noire? Et si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo? Et si Néron avait été un poil plus sympathique? Et si Jules n'avait jamais sorti son... Bon, je pense qu'on a compris le principe. Et donc ce principe, c'est ce qu'on appelle l'Uchronie. Mais dis donc, Jamy, qu'est-ce qu'une uchronie? On peut tenter de répondre par l'étymologie. Le mot est composé de chronos, le temps, et du préfixe u signifiant une négation. À première vue, une uchronie est donc un non-temps. Là, ça semble pas très cohérent avec ce qu'on a dit tout à l'heure. Mais en réalité, une uchronie, c'est une histoire ou un événement historique qui s'est passé différemment que dans notre monde et qui, par effet de domino, change énormément le monde décrit. Une uchronie, c'est tous les « et si » listés auparavant qui auraient peut-être permis de mettre Paris en bouteille ou de faire pousser des bananes en Islande. Tous ces « et si » se passent à un certain moment qui s'appelle le point de divergence. Et on peut imaginer, à partir de là, une réalité différente, alternative, un peu comme un monde parallèle. On vous a donné plein d'exemples, mais je n'ai pas parlé d'une des plus grandes parties de notre histoire, la Seconde Guerre mondiale. En effet, de très nombreuses uchronies se concentrent sur cette période, et de nombreux auteurs ont tenté de répondre à la question: et si l'Allemagne nazie et l'Axe avaient gagné la Seconde Guerre mondiale? Nous nous sommes aussi penchés sur la question de la Seconde Guerre mondiale, mais sur un événement plus spécifique. Et si l'opération Barbarossa avait été un succès total? Commençons par un petit rappel du contexte historique. En 1933, Hitler accède à la chancellerie allemande, et le nazisme transforme la République de Weimar en une dictature. C'est le Troisième Reich. En 1917, le communisme est en vigueur dans un pays un peu plus grand que l'actuelle Russie, l'URSS. Staline dirige cet État depuis la fin des années 1920. L'Allemagne nazie et l'URSS communiste sont toutes deux des puissances majeures, et toutes deux des dictatures. Le pacte germano-soviétique lie ces deux pays par un pacte de non-agression. Il prévoit aussi le partage, entre autres, de la Pologne. À cette époque, l'Allemagne est déjà alliée à l'Italie fasciste, de notre copain Mussolini. À partir de 1938, l'Allemagne nazie enchaîne des annexions, celle de l'Autriche, des Sudètes, puis celle de toute la Tchéquie. C'est finalement l'invasion de la Pologne par les nazis qui déclenche la Seconde Guerre mondiale. Cette invasion est menée conjointement avec l'Union soviétique, conformément au pacte germano-soviétique. Il y a alors deux grandes alliances dans la guerre. L'axe Rome-Berlin, souvent abrévié par AXE. Il est composé de l'Allemagne et de l'Italie. Mais l'Italie rejoindra la guerre qu'en 1940. Il est opposé aux Alliés, qui sont au début de la guerre la France, l'Angleterre, leurs empires coloniaux et la Pologne. Cette dernière est rapidement envahie par l'URSS et l'Allemagne. Pendant ce temps-là, la France et le Royaume-Uni ne font pas grand-chose. Il s'agit de la drôle de guerre. Les deux alliés sont officiellement en guerre contre les nazis, mais il n'y a aucune grosse bataille, seulement de petites escarmouches. Cette situation se prolonge jusqu'en mai 1940, lors de l'offensive allemande. L'Allemagne a déjà envahi le Danemark et la Norvège. Elle attaque alors les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg et la France. L'Italie, alors que la victoire allemande sur la France est certaine, la rejoint dans sa guerre pour au moins profiter des festivités qui seront organisées en l'honneur de cette nouvelle conquête et boire à la santé de tous ces sympathiques messieurs qui commencent à se partager le monde. C'est finalement le 20 juin 1940 que Philippe Pétain, dirigeant de la France, annonce la capitulation, écrasé par l'armée allemande. L'Allemagne découpe alors la France en deux grandes parties. Une zone occupée, composée de la partie nord du pays et la côte atlantique, et un gouvernement collaborateur dirigé par Philippe Pétain est placé à Vichy, qui contrôle le reste de la France. Hitler tente alors de s'imposer en Grande-Bretagne en bombardant le sud du pays. C'est la bataille d'Angleterre. Le Royaume-Uni résiste, c'est le premier échec pour l'Allemagne. En août 1940, la guerre oppose alors l'Axe composé de l'Allemagne et l'Italie aux Alliés, qui se réduisent alors au Royaume-Uni, soutenu économiquement par les États-Unis. Mais le 27 septembre, l'axe Rome-Berlin se va augmenter d'un troisième membre. Il devient l'axe Rome-Berlin-Tokyo. Deux pays d'Europe de moindre importance se joignent à l'axe, la Hongrie et la Roumanie. Le Japon est alors en guerre avec la Chine depuis 1936 et contrôle le nord de ce vaste pays. Il commence aussi à envahir l'Indochine française, alors contrôlée par le gouvernement de Vichy. En novembre 1939, Mussolini tente d'envahir la Grèce. Sans le soutien allemand, l'opération aurait tourné au fiasco. Mais finalement, les deux armées nazies arrivent en Grèce en passant par la Yougoslavie, qu'elles envahissent.
les deux royaumes sont finalement entièrement occupés par l'Axe fin avril. Le 21 juin, Hitler peut enfin lancer l'opération Barbarossa. Mais qu'est-ce que l'opération Barbarossa? Eh bien Fred, c'est en fait le plan d'invasion de l'URSS par les nazis. L'Allemagne, à cette occasion, viole le pacte germano-soviétique qui décrétait un pacte de non-agression entre les deux pays. À ce moment, l'armée de l'Union soviétique a un commandement affaibli par les purges et une armée peu motivée, malgré la miraculeuse offre, en cas de désertion, de finir ses jours au goulag pour côtoyer des phoques et des ours polaires. Le Reich, quant à lui, a certes une armée moins nombreuse, mais elle est mieux entraînée, mieux équipée et bénéficie d'un effet de surprise. Les soviétiques ont tout de même un avantage considérable, le terrain. En effet, l'URSS est immense, donc difficile à envahir. De plus, le climat peut être extrêmement rigoureux en hiver. Les Allemands écrasent quand même l'armée rouge, enfonçant la ligne de front et massacrant des milliers de Russes. Le 5 janvier, soit à peine 6 mois après le début de l'invasion, la Wehrmacht arrive à 20 km de Moscou et assiège depuis près de 4 mois Leningrad. Dans notre réalité, les soldats épuisés ne parviennent pas à prendre Moscou et une immense résistance soviétique s'organise, sous le dur dilemme de finir tués par des Allemands parce qu'on est slave ou de finir en sorbet ou traître à Staline. L'avantage du nombre et le climat permet finalement aux soviétiques de retourner la situation et de déferler sur le Reich. Et prenons une baguette magique et imaginons que les soldats allemands prennent de court les soviétiques et parviennent à prendre Moscou, le 5 décembre. Imaginons aussi que Leningrad cède après des centaines de milliers de morts et 4 mois de siège. Eh bien, que se serait-il passé? À quoi ressemblerait ce monde? Bien sûr, on ne peut pas répondre avec exactitude, mais on peut essayer de s'en approcher, puis bien sûr de s'amuser. Donc, imaginez juste un instant que ces Allemands avaient pris leur courage à deux mains pour continuer d'avancer vers Moscou, pour faire les 20 derniers kilomètres qui les séparaient du centre de la capitale, sans se soucier des troupes russes restantes ainsi que des ours polaires. Imaginez qu'une fois arrivés là-bas, les Allemands aient réussi à prendre cette ville. Et voilà comment débute notre incroyable uchronie basée sur « Et si l'armée allemande avait réussi à faire du plan Barbarossa un succès total ?» Moscou tombe donc entre les mains du Troisième Reich le 8 mai. Sa chute entraîne celle de Leningrad, puis enfin celle de Staline. En effet, il perd le peu de soutien qui lui restait après les purges et l'invasion de son pays. C'est sûr qu'envoyer 15 millions de personnes au goulag ne booste pas ta courbe de popularité. Le parti communiste, devant le massacre et l'ampleur de la défaite, force Staline à abdiquer et l'emprisonne. Entre le 15 et le 25 janvier, 5 hommes prennent la direction du pays, puis la quittent. Finalement, le parti capitule au nom de l'URSS. Staline est livré aux Allemands. Le territoire russe est alors découpé en 3 parties, comme vous pouvez le voir sur la carte. D'abord, l'ouest de l'Union, jusqu'à l'Oural, est purement et simplement annexé par le Reich. La Sibérie orientale est offerte au Japon. Enfin, dans l'Oural et le reste de la Sibérie, l'État libre de Transouralie est créé. En théorie indépendant, il est en réalité un satellite du Reich. Le pays essaie de devenir, selon Hitler, le pays des Slaves après la colonisation de l'Europe de l'Est par la race aryenne. En gros, c'est un gros pays géant inutile utilisé comme un congélateur. On a parlé du dépeçage de l'Union soviétique, mais il faut se rendre compte des conséquences de la chute d'un tel géant. L'occupation des pays slaves n'a rien à voir avec ce qui a pu avoir lieu dans le passé. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, pour Pierrick, le petit paysan du coin, ça change pas grand-chose qu'il habite en Espagne ou en France. Alors que là, c'est une véritable guerre idéologique. Et de plus, Pierrick, s'il est russe, est considéré comme un sous-homme par le Reich, et donc a de bonnes chances de finir massacré avec toute sa famille. Ambiance de folie! Bon, après il aurait également pu finir au goulag, le dilemme reste toujours aussi compliqué. Ensuite, Hitler s'accapare toutes les ressources du pays, et donc du pétrole du Caucase, dont il a besoin pour faire tourner son industrie. La chute de l'URSS laisse alors le Royaume-Uni seul face au Reich. Certes, il a la supériorité navale et aérienne, mais ses colonies sont à la merci de l'Allemagne, qui n'a aucun front en Europe. On a dit que le Royaume-Uni était seul face à l'Axe. C'est bien vrai, mais pas pour longtemps. Il faut se rappeler que le Japon a bombardé Pearl Harbor le 7 décembre. En réaction patriotique, les États-Unis rejoignent la guerre aux côtés des Alliés le 8 décembre. Ce qui fait que la guerre oppose ça à ça. Les États-Unis sont certes en guerre, mais absolument pas prêts à combattre. Les Japonais ont, le 8 mai, satellisé la Thaïlande et occupé les Philippines, l'Indonésie, la Birmanie et plein d'îles dans le Pacifique. Mais que s'est-il passé chez nos amis les Allemands pendant ce temps-là? Eh bien, le Reich a divisé ses armées en 3 parties. La première, surtout composée de l'aviation,
va au nord de la France pour protéger le pays d'un possible débarquement allié. La seconde armée va vers l'est, envahir les Indes britanniques. Et la troisième va vers l'Afrique du Nord, accompagnée de l'armée italienne. Cette dernière va envahir la Syrie, la Palestine et prendre au tenaille avec les troupes de Rommel au Maghreb, les armées britanniques. Les troupes anglaises sont massacrées, se décore une énième victoire du Reich et de l'Italie. L'Axe a maintenant les mains libres pour occuper l'Afrique. Revenons au mois de décembre et observons l'avancée de l'armée en Asie. Ici aussi, l'Allemagne avance bien sur l'armée indienne et occupe le nord du pays. Après cela, des troupes vont, en mai, aller soutenir le front chinois en passant par la Birmanie. Ça va permettre de débloquer le front de Chine qui s'était enlisé. Finalement, fin août 1942, le monde ressemble à ça. Pendant ce temps-là, l'Allemagne peut dédier toute sa puissance industrielle et scientifique à l'élaboration d'avions ou de toute autre machine capable de mettre fin à la résistance britannique. Le Reich parvient à élaborer des bombardiers extrêmement efficaces, ainsi que des V3. Mais qu'est-ce que les V3? Les Vergeltungswaffe, ce sont de très grands canons. Ils tirent de l'obus de 140 kg toutes les 20 secondes à 1500 mètres secondes, donc plus vite que le son, et sur une portée de 160 km. Et c'est ça qui est important. 160 km, suffisant pour bombarder Londres du nord de la France. Finalement, le 21 juin 1943, le nombreux V3 installés au nord de la France tirent à 16 heures pour surprendre les Anglais pendant l'été. Succès total, toutes les bases aériennes et navales du sud de l'Angleterre sont détruites, et les bombardiers frappent tous les lieux de pouvoir britanniques. À 18h30, tous les parlementaires et tous les membres du gouvernement sont morts. Londres est rasé à 60%, la quantité de terre détruite est considérable. Le Royaume-Uni est alors dans l'anarchie, ce qui va permettre aux Allemands de débarquer un tiers de leurs forces terrestres sur les îles britanniques. En à peine 3 semaines, le pays est occupé et les colonies britanniques, déjà bien envahies par le Reich et l'Italie, sont placées sous protectorat américain. Mais les États-Unis commencent à avoir peur de la guerre. La pression populaire pousse alors Roosevelt à démissionner de son poste de président et les élections sont gagnées en août, sans surprise, par un candidat isolationniste. Il s'écrase toutes les conditions de l'Axe pour la paix. Il accepte de reconnaître toutes les annexions actuelles et futures de l'Axe, de céder l'intégralité des îles américaines du Pacifique au Japon dans les Philippines, de céder la gestion des anciennes colonies britanniques sous le contrôle de l'Axe, de créer un État libre de Guyane à la place du Suriname et des Guyanes anglaises et françaises actuellement occupées, de céder toutes les îles subarctiques à l'Axe, c'est-à-dire l'Islande, le Groenland et toutes les îles du coin, de verser sur les 15 prochaines années des réparations de guerre à l'Axe au nom de l'intégralité des Alliés, d'amender la Constitution afin d'empêcher toute relation diplomatique ou économique poussée avec un autre pays, et de donner les véritables recettes pour fabriquer de bons hamburgers. Ces 3 derniers points assurent à l'Axe que la puissance américaine ne ressurgira plus jamais. Avec ce traité, signé le 2 septembre 1943, la Seconde Guerre mondiale est officiellement finie. Ouf. Les dirigeants de l'Axe se rencontrent à Oskemmen, ici, pour décider du sort du monde. Mussolini et Hitler se partagent l'Afrique et le Moyen-Orient ainsi, et définissent définitivement les frontières entre leurs deux États. L'Allemagne s'approprie les Indes britanniques et le Japon de la péninsule indo-chinoise, de l'Indonésie et de l'Océanie. Mais en réalité, la guerre n'est pas encore finie. L'Allemagne et l'Italie placent leurs troupes de manière stratégique et le 18 septembre envahissent la Roumanie, la Bulgarie, la Hongrie, la Turquie, la Suède, la Finlande, la Suisse, l'Irlande et la France de Vichy. C'est la guerre des 21 jours. Le 9 octobre, toute l'Europe, à part l'Espagne et le Portugal, est occupée. La péninsule ibérique ne reste pas libre pour longtemps. Le 13 octobre, l'Allemagne déclare la guerre d'Ibérie. Et 5 semaines plus tard, l'Espagne et le Portugal sont occupés. La Seconde Guerre mondiale est enfin finie. Vous vous dites que tout le monde est heureux et en paix jusqu'à la fin des temps, gouverné par nos 3 amis qui sont heureux de vivre en harmonie? Eh bah non. Dès le bombardement de Londres, des accords apparaissent entre Hitler et le gouvernement japonais, soutenu par Benito Mussolini. La solution leur semble trop radicale, et puis ils commencent à avoir peur de l'ogre allemand. Les tensions montent d'un cran quand l'Allemagne s'approprie l'Inde, convoitée par le Japon. Les différends entre le Japon et l'Allemagne se multiplient jusqu'en 1948. 2 millions indiens de l'Allemagne se révoltent le 23 février. Le combat semble inégal, le Japon parvient à évincer l'actuel dirigeant de la révolte, le remplaçant par quelqu'un de favorable à une protection japonaise. Le Japon se met à donner des armes et des technologies en Inde.
La flotte japonaise est déployée autour de l'Inde et a ordre d'attaquer tout bateau allemand pouvant sembler un tant soit peu agressif. Une guerre ouverte est presque déclarée par Hitler, adduit du soutien japonais à l'Inde. Mais les Allemands ont trop peur des armes biologiques nippones et les Japonais ont trop peur de voir leur ville rasée comme Londres. Finalement, aucune guerre ouverte n'est déclarée et l'Inde parvient, grâce au soutien japonais, à obtenir son indépendance vis-à-vis du Reich le 11 novembre 1948. Celui-ci stipule que l'Inde a son indépendance, mais que l'Afghanistan et le Sri Lanka restent des colonies allemandes. L'Inde est certes théoriquement autonome, mais de facto, elle est dirigée par un gouvernement soumis au Japon. Le Reich commence déjà à s'armer massivement au Sri Lanka. C'est le début de la guerre froide. Mussolini est tiraillé. D'un côté, il y a son aversion pour Hitler, ses idées et ses techniques. De l'autre, il y a la vulnérabilité de l'Italie face à l'Allemagne. Le 12 mars, le Duce se décide enfin à faire un discours pro-ouvertement japonais. Le dirigeant est retrouvé mort dans ses bureaux le lendemain matin. Bon, le parti nazi n'a pas dû chômer. Un homme soumis à Hitler le remplace, alignant les lois raciales et la diplomatie de l'Italie sur le Reich. Maintenant, voyons à quoi ressemble le monde en 1952. L'Allemagne s'est imposée dans presque toute l'Europe et a d'immenses colonies. Si on ne compte pas les colonies, le Reich compte environ 440 millions d'habitants, répartis ainsi selon les nationalités. 110 millions d'Allemands se répartissent sur le territoire, majoritairement dans les territoires traditionnels germaniques, mais aussi énormément sur les anciens territoires contrôlés par les peuples considérés comme slaves par le gouvernement, c'est-à-dire les Tchèques, les Slovaques, les Yougoslaves, les Bulgares, les Polonais, les Ukrainiens, les Russes, les Biélorusses, etc. En parlant des Slaves, ils sont 120 millions dans le Reich. Une bonne moitié d'entre eux a été massacrée par les nazis, ou ont été obligés de migrer vers l'État libre de Transjordanie. Ils composent encore la plus grande nationalité selon le Reich, mais le but du gouvernement est, d'ici une quinzaine d'années, de transférer l'intégralité des Slaves vers l'État libre de Transjordanie. Dans les peuples germaniques, le territoire est peuplé de 55 millions de Britanniques, de 15 millions de néerlandophones et autant de Scandinaves. Il y a aussi 2 millions de Grecs, 53 millions de francophones, 30 millions d'Espagnols et 100 millions de Portugais dans le Reich. On compte 22 millions de Turcs, 18 millions de Roumains et 10 millions de Hongrois dans le pays. Face à l'Allemagne, on trouve l'empire du Japon. Il s'étend sur le Japon, l'Indonésie, les îles du Pacifique, l'Océanie, la Chine, la Corée et la péninsule indo-chinoise. Les 360 millions de Chinois, qui composent presque la moitié de la population de l'empire, malgré les violences à leurs encontres et l'exploitation de leur peuple depuis l'occupation de leur pays par le Japon. Les Japonais, eux, sont près de 90 millions. La seconde plus grande minorité est celle des Indonésiens, qui sont presque 85 millions. 55 millions de personnes habitent en Indochine, 20 millions de personnes habitent aux Philippines et 10 millions habitent en Océanie. On compte 26 millions de Coréens et le Japon compte 4 millions de Sibériens. L'Italie semble minuscule face à ces deux empires, malgré ses 65 millions d'habitants en métropole et son immense empire colonial. Elle reste très dépendante de l'Allemagne, mais elle tend de plus en plus à s'en dissocier et noue des relations diplomatiques avec des nations américaines, notamment le Mexique ou le Brésil. L'Uchronie est maintenant finie, et si vous voulez aller plus loin, on a quelques recommandations. Vous pouvez lire le classique Maître du Haut-Château de Philippe Cadic. C'est une référence en Uchronie. Vous pouvez aussi regarder son adaptation en série, très sympathique. La série de BD Jour J développe, elle, une histoire dans un monde uchronique très différent à chaque fois. La chaîne YouTube Alteris propose aussi des uchronies régulièrement qui sont généralement très sympathiques. Merci d'avoir regardé la vidéo.